Bienvenue dans cette première vidéo de ce chapitre 1. Nous allons dans cette vidéo aborder les bases des calculs des coûts préétablis, c'est-à-dire la notion de standard. Tout d'abord, cette méthode est apparue dans les 1920. C'est donc une méthode très proche des problématiques rencontrées par Taylor et Ford initialement. Elle vise surtout à examiner les processus de production de l'entreprise. Nous allons avoir une double distinction dans un premier temps à réaliser. Tout d'abord, nous allons régulièrement utiliser le terme de standard. Un standard, c'est une norme que l'on va dire absolue, c'est-à-dire que ce sont des éléments prévisionnels qui ont été obtenus suite à une étude technique du produit. C'est un caractère purement normatif. Un autre terme sera utilisé, c'est le terme de préétabli. Le terme de préétabli est utilisé lorsque l'on va calculer des coûts en se basant sur des prévisions appliquées à la production réelle de l'entreprise. Les standards, il faut en faire une double distinction. En effet, cette norme va être celle qui va être la référence pour déterminer, vous l'avez compris, les écarts. Une multitude de standards peuvent être abordés. On en distinguera deux. Tout d'abord, le standard dit parfait. Ce standard parfait est défini sur la base de rendements dits idéaux. On oublie tout ce qui peut être rebut, temps de pause, panne, etc. Ceux-ci sont négligés. C'est une référence qui n'est jamais atteinte, mais qui doit pousser le salarié à constamment faire mieux. À l'opposé, on va trouver l'idée du standard accessible. Cette fois-ci, on est sur une référence dite moyenne, qui va inclure tous les temps normaux de pause, de panne, et tenir compte surtout des possibilités réelles des opérateurs. Ici, on va appliquer tous ces éléments de connaissance aux conditions normales de fabrication. Le but étant d'avoir une approche très pédagogique et faire progresser régulièrement l'opérateur. Et chaque fois qu'une progression est notée, on redéfinit de nouveau un autre standard pour essayer de l'amener à chaque fois à une progression supérieure. Ce standard parfait, ce standard accessible, sont largement discutés, notamment en termes de motivation du salarié. Des expériences ont été tentées, notamment à l'université de Cambridge, en faisant varier le niveau du standard. Lorsque le standard est très éloigné des capacités actuelles des opérateurs, on voit peu à peu une démotivation s'installer. Le salarié n'arrive pas à se rapprocher de ce qui est l'objectif, et peu à peu va laisser filer celui-ci. À l'inverse, un standard beaucoup trop facile à atteindre sera tout autant une source de démotivation. Pourquoi faire mieux alors qu'on nous demande finalement si peu? Vous voyez ainsi que cette détermination du standard est quelque chose d'extrêmement délicat. En général, ce standard est composé de différents éléments tels que les matières premières et composants qui entrent dans la fabrication d'un produit, le nombre d'heures de main-d'œuvre directe utilisées, et puis d'un certain nombre de charges indirectes qui vont devoir être également évaluées. Nous verrons tout ceci dans la vidéo suivante. L'élaboration des standards est faite par de multiples services au sein de l'entreprise. Vous voyez apparaître en zone grise et violette quels services par exemple sont concernés et quels types de standards peuvent en être attendus. Ainsi, dès les services de recherche et développement, on va imaginer de quelle manière va être conçu le produit.
Le service études va donc établir des plans, des nomenclatures de matières premières, de tâches à effectuer, ce qui va déjà permettre de déterminer les premières familles de standards qui vont aussi bien comporter la nature des matières premières utilisées, les quantités qui sont nécessaires, mais également la qualité de celles-ci. Le bureau des méthodes et de gestion des temps va définir comment est-ce que l'on fait, c'est-à-dire quelles sont les différentes gammes de fabrication, quels sont les temps de fabrication pour chacune des tâches. À ce moment-là, de nouveaux standards vont apparaître, ce sont les standards qui sont liés à la qualité, comprenez les compétences attendues de la main-d'œuvre directe. Le service achat, quant à lui, en recherchant des fournisseurs, en recherchant les matières, en recherchant les composants, va permettre d'établir sur la base des standards de qualité quels vont être le nombre d'heures de machines nécessaires, quels vont être le nombre d'heures de main-d'œuvre également nécessaires. Et puis, quant au service comptable, lui-même va émettre des standards, qui cette fois-ci sont des standards de coût, sur la base de prix de matières premières, sur des standards de prix d'énergie, sur des standards de coût de main-d'œuvre également. Voici les principaux éléments. Et puis tout ceci nous amène ensuite aux services qui sont les services opérationnels, c'est-à-dire les ateliers qui eux vont concrètement fabriquer, produire les produits. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a les éléments de réalisation qui vont apparaître. Et pour terminer, le service contrôle-gestion va récupérer l'ensemble de ces éléments, les standards d'un côté, mais également les coûts liés aux réalisations, pouvoir comparer les deux, donc ainsi met en place un suivi des écarts, et pourra proposer quelles sont là où les actions correctives à effectuer le cas échéant. Et on retrouve là notre système cybernétique vu précédemment.